Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. 17h20 en direct sur Les Vraies Voix, en direct sur Sud Radio. Nous sommes avec Philippe Bilger, magistrat, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio LCI, auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis. Tiens, alors justement, l'illustration, la parfaite. Il a un ami, c'est Jean-Jacques Bourdin, et il a accepté de lui parler 10 minutes. Et Philippe Bilger, voilà. Il a 2 amis, plus Sébastien Ménard. Je ne suis pas un ami, ma chère Françoise. Je vous taquine. Oui. Et donc, Sébastien Ménard, président de l'Élan Béarnais, Pau, La Cortèze et entrepreneur dans la foodtech, et également Géraldin Dosser qui nous accompagne dans Lyon aujourd'hui, qui viendra réagir à ce décryptage, cette interview exclusive pour Sud Radio par Jean-Jacques Bourdin, donc du chef de l'État. Nos auditeurs qui nous accompagneront, cher Philippe. Absolument, vous pouvez dès à présent appeler au 0826 300 300, et pour votre information, l'interview du président de la République par Jean-Jacques Bourdin et Olivier Biscay est déjà sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Françoise Degois, vous avez appris des choses aujourd'hui que vous ne saviez pas sur Emmanuel Macron? Non, j'ai pas appris de choses, si vous voulez. J'entends bien les critiques qui disent vous pouvez pas le critiquer quand il reste retranché à Paris, et vous pouvez pas le critiquer quand il sort. Moi, ces critiques, je les balaye parce que ça n'est pas le sujet. On n'est pas là, si vous voulez, pour analyser la psyché d'Emmanuel Macron. Ça m'intéresse pas. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que il y a une stratégie qui peut être considérée comme de la catharsis. En tout cas, c'est ce qu'explique aujourd'hui l'Élysée pour post-théoriser le résultat désastreux de ces images. Et en gros, Emmanuel Macron n'avait pas mesuré, pas plus que ses conseillers, pas plus le gouvernement. Je vous rappelle qu'il n'y a plus aucun ministre qui peut se déplacer. Christophe Béchu a été obligé hier d'interrompre son déplacement. Sarah El Haïry. D'autres ont annulé, Agnès Firmin-Lebaudot, Dupond-Moretti. Ça veut dire que je ne fais pas de psyché, je me fiche de sonder les cœurs et les reins. Je dis juste que politiquement, avoir si mal jugé la séquence, avoir pensé que parce que la parole présidentielle était suffisamment performative, on allait tourner la page, eh bien, il se rend compte qu'on ne peut pas tourner la page. Donc, ce que j'apprends aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est encore plus entêté qu'entêté. Et ce que je crois, moi, pour lui et pour nous, il faut cesser ces déplacements-là. Il n'y a rien qui est apaisé. Le 1er mai, ça va être une marée humaine. Il faut cesser ces déplacements, se poser, réfléchir et envoyer des signes d'apaisement plutôt que ces ricadements, comme par exemple, ou alors saisir les casseroles, ou par exemple dire, moi avec des casseroles et des œufs, je fais pas de cuisine. Philippe Bilger, est-ce que je vais défendre la paroisse Sud Radio? Vous n'avez pas l'impression qu'il a dit plus de choses intéressantes et de vérité en 10 minutes au micro de Jean-Jacques Bourdin qu'en 13 minutes lundi soir? Ah, si, oui. Oui, il est clair par rapport à ce qu'il a dit lundi soir, puisque lundi soir ne faisait que répéter ce qu'il avait dit complaisamment dans l'entretien avec les 2 journalistes, et même lors de ses vœux, il répétait la même chose. Et Jean-Jacques Bourdin parvient à lui permettre des réponses, mais qui restent tout de même d'un discours politique convenu. Nous n'apprenons rien sur le plan politique dans les 10 minutes de Jean-Jacques Bourdin face à Emmanuel Macron. En tout cas, ça résume quand même son état d'esprit et la situation. Alors, je finis là-dessus. On peut discuter, et je le fais aussi, ce que sa personnalité a eu de très négatif dans la gestion des retraites. On peut discuter l'essentiel de sa politique. Moi, ce qui me fait peur, mais on a toujours droit tout à l'heure au point de vue du procureur, je dirais que c'est la manière dont la démocratie vit son opposition politique avec Emmanuel Macron. Sébastien Ménard. C'est vrai. Je disais tout à l'heure, la meilleure solution à la problématique d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron lui-même. On le sait. Les gens, finalement, l'apprécient pour le meilleur et le détestent pour le pire. On ne peut pas reprocher aujourd'hui au président, après l'avoir taxé de monarque enfermé dans sa tour d'ivoire, de tenter quelque part, de renouer le dialogue avec celles et ceux qui seront évidemment prêts à discuter avec lui. Alors évidemment, il est critiqué, évidemment, il est conspué, évidemment, il est détesté, mais enfin, il y a du monde dans la rue, personne ne le nie, mais c'est pas tout le monde dans la rue. Voilà, donc il a raison quelque part de dérouler
dérouler, je dirais, son narratif et d'expliciter sa politique. De ce point de vue-là, on n'a absolument rien à lui reprocher. Gérald, on vous retrouve à Auxerre dans Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Darmanin, je pensais Non, pas chez vous, Darmanin. Oh, bah, ça serait. Pourquoi pas, on a eu une exclusivité, pourquoi pas deux. On a eu Ça serait Gérald extraordinaire. Andrieux Pardon. hier. Gérald, vous avez écouté évidemment l'interview du chef de l'État sur notre antenne. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises? J'ai surtout les oreilles qui saignent. Ah. Déjà, bonjour à tous. Bonjour. Non, quand j'entends Monsieur Macron, parce que moi je le respecte en tant que président, et je l'appellerai Monsieur. Par contre, il ne respecte absolument pas le citoyen, la citoyenne. Depuis qu'il a été élu, surtout le deuxième mandat, 49-3. Je fais ce que je veux, je suis élu démocratiquement. En gros, je sais que je suis détesté, mais c'est pas grave, je vais continuer avec la première ministre. On va appliquer des nouvelles réformes, parce que c'est ça qui me vient. Moi, depuis tout ce que j'ai entendu, moi j'ai envie de parler de pouvoir d'achat. Vous avez vu votre prix du panier là, comment il a augmenté? Vous avez vu le prix du panier? Quand on fait les courses, pas voir. c'est 20% de plus, voire 30%. D'autre part, moi j'ai été dans l'hospitalier, parce que maintenant je suis un jeune retraité, et j'en suis ravi. Je suis en retraite depuis le 1er février. Ah oui. Je peux vous dire que les hôpitaux en France sont en berne. On n'a plus de moyens. Les infirmières ne veulent plus aller dans les hôpitaux. On n'a plus de médecins. On n'a plus de spécialistes. On n'a plus rien. Quand ils vous parlent qu'il va augmenter tout ce qui est éducation nationale, moi je peux vous faire des effets d'annonce. Je peux vous dire demain, tiens, j'augmente toute l'équipe de Sud Radio de 30% sur leur salaire. Ah oui, Excellente proposition. on adore. Voilà. J'espère que Patrick Roger allez écoute être bien. ravis. Voilà. Bien. Ah, il a Vous validé, allez, il nous a dit. Patrick. C'est Il ok. plaît beaucoup, Gérald. Gérald, dans le même temps, Emmanuel Macron, lors de son allocution, a promis de résorber le problème des urgences. C'est une promesse. bah Vous moi, n'y croyez évidemment Ça fait pas du 6 ans tout, qu'il c'est ça? gouverne, en fait. Non, Bon. non, pas du Donc, tout. Parce que je peux vous dire que j'ai vu, maintenant je suis plus dans l'hospitalier, mais j'ai vu mes collègues en souffrance en permanence. J'ai vu des collègues qui ont été suspendus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Oui. Et là, on est en train de faire encore une grande annonce en disant on va voir ce qu'on va faire au niveau technique. J'ai entendu, on va refaire les urgences, on va augmenter le personnel. Ouais, mais je peux vous faire tout un laïus comme ça. Sauf que ça fait des années que ça dure. Alors attention, je vais quand même être sympathique avec Monsieur Macron. C'est pas lui qui a mis en place ça depuis aujourd'hui. Ça remonte à plusieurs années, puisque ça remonte déjà, on va dire, à Madame Buzyn, ça remonte à tout ça, à Marisol Touraine. Il y a eu en fait une explosion des hôpitaux avec une diminution du personnel. Gérald, vous êtes notre auditeur fil rouge et il faut bien vivre, on doit faire une pause publicitaire. On peut vous reprendre dans quelques minutes? Mais je vous rappelle que je vous augmente de 30%. Ah bah oui, alors écoutez, augmentez-nous Ça de y est, c'est 35. fait, c'est acquis. C'est acquis. Allez, on vous retrouve tout de suite, À Gérald. tout à l'heure. À tout de suite. Les Merci de nous rejoindre 17h31 en direct sur les vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise de Gois, Sébastien Ménard et de nombreux auditeurs qui tentent de nous joindre. Apparemment, ça Ah oui, inspire ça beaucoup appelle de monde. énormément, la ZAC n'arrête pas. Et on a avec nous Arnaud, professeur d'histoire géo et co-secrétaire académique du SNES FSU à Montpellier. Bonsoir. Bonsoir. On va faire un tour de table des vraies voix et on vous prend tout de suite après avoir écouté un son. Vous vouliez réagir au propos de Sébastien Ménard? Oui, Sébastien dit tout à l'heure que Emmanuel Macron pourrait s'en sortir parce qu'il est en quelque sorte le remède à ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je pense absolument le contraire sur le plan politique et c'est dramatique pour la France à l'heure actuelle, c'est qu'il est le mal. Politiquement, il ne peut pas convaincre, il ne peut plus convaincre qu'il est le remède. Et c'est justement la raison principale de la crise, me semble-t-il. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe Bilger dans la mesure, j'entends ce que dit Sébastien et c'est normal parce qu'il est dans la défense du président et c'est très bien d'être loyal au président. Mais la réalité, c'est qu'on sent bien que en 2018, le tour de passe-passe du grand débat avait réussi à apaiser la crise des Gilets jaunes. Il n'a plus de tour dans son sac, Emmanuel Macron. On voit bien qu'il y a une forme de succès d'année dans cette tournée de ce qu'aurait pu être le grand débat. Et puis par ailleurs,
quand les gens qui soutiennent Emmanuel Macron nous expliquent qu'il va renouer le contact avec les Français. Il faut arrêter de penser que les corps intermédiaires n'existent pas. Vous avez une intersyndicale qui a amené des millions de gens dans la rue avec une tenue incroyable des manifestations. Cette intersyndicale a été traitée comme rien. Et ce lien entre le président et le pays, ce lien sans intermédiaire, il est rompu. Je veux bien qu'on m'explique qu'il va encore trouver un tour de passe-passe. Il n'y arrivera pas cette fois-ci. Donc il doit changer. Sébastien Ménard, vous pensez qu'il n'a plus aucun tour dans son sac, Emmanuel Sans mauvais Macron. jeu de mots, le lien rompu, c'est la ficelle est grosse. Il est vraiment rompu, tu le sais bien d'ailleurs. Le lien est abîmé. Il n'est pas d'ailleurs totalement irresponsable de ce qui lui arrive, mais on ne peut pas dire la politique, c'est aussi, en tout cas la politique d'un président qui n'est pas candidat à ces réélections, il a pour lui le temps long. Il a encore la possibilité de faire, d'expliciter et quelque part de se racheter auprès d'une partie de l'opinion française. Encore une fois, il n'est pas conspué par 90% des Français. Par 75, voilà. Oui, c'est beaucoup. C'est énorme. On a 75% des Français qui ne sont pas contents de ce qu'il a pu proposer et faire voter en matière de réforme du système de retraite. Mais ce n'est pas. Mais c'est son électorat. Attendons de voir. Il a fait des annonces sur l'éducation. Il va faire des annonces sur le pouvoir d'achat. Attendons de voir. Il va faire des annonces sur un pacte républicain à défaut de faire voter une énième loi sur l'immigration. Et bien sûr que non. De voir. Gérald Darmanin annonce déjà le 49.3. Il y a un sondage IFOP pour Sud Radio aujourd'hui. La question c'était pour chacun des termes suivants, diriez-vous qu'il s'applique bien ou mal à Emmanuel Macron? Compétent tout de même pour 57% des Français, autoritaire 73%. Mais tu te rends compte mais non, mais c'est des traits. Il est à 25%. Non, il n'est pas compétent. Il était compétent pour 57 aujourd'hui. Il est 36. Merci Philippe, c'est à 36. Merci, heureusement. Philippe, c'était absolument. Des sondages ça a failli le faire monter dans les sondages. La fake news, excusez-moi. Vous comprenez bien qu'il est victime. Il est victime également en une seconde du système qu'il tire au maximum, c'est-à-dire la 5e, où tout commence et tout finit avec le président de la République. Il l'a utilisé au maximum et aujourd'hui il en est victime. C'est pour ça que je dis que au-delà, une fois qu'on a dit que tout va mal et que ce président n'est pas aimé, qu'est-ce qu'on fait? On a 4 ans à tenir. C'est certainement pas avec les annonces de 49.3 de Gérald Darmanin sur la loi immigration qu'on va encore s'en sortir. Il faut qu'il admette que ça ne fonctionne pas. Le vrai courage, c'est pas de faire des déplacements avec 400 ou 600 gendarmes et un mur d'officiers de sécurité. C'est peut-être de se poser, de faire un pas de côté. Est-ce qu'il est capable de cette révolution personnelle? S'il en est capable, Françoise, il a fait beaucoup d'annonces, enfin non, pas beaucoup d'annonces, mais en tout cas une annonce qu'il avait déjà promis, c'était une promesse de campagne sur l'augmentation des salaires des professeurs. Je vous propose de l'écouter, on en parle après. C'est simple, je tiens les engagements pris. Plus un enseignant en dessous de 2000 €, une augmentation, le ministre détaillera, ça dépend des carrières, des qualifications, mais qui est de 100 € jusqu'à 230 € socle, c'est-à-dire sans condition. Et puis à côté de ça, il y a ce pacte qu'on propose aux enseignants, qui est de dire on a besoin de vous pour les devoirs faits à la maison, qu'on va généraliser progressivement d'ici à 2024, qui est clé pour aider en particulier nos jeunes collégiens à rattraper les choses. On a besoin de vous aux primaires pour l'école inclusive, on a besoin de vous pour les devoirs aux primaires, on a besoin de vous aussi aux primaires pour accompagner nos élèves de 6e parce que la transition est parfois difficile. On a besoin de vous au collège donc pour les devoirs faits. On a besoin de vous au collège pour les remplacements parce qu'on a trop d'heures qui ne sont pas remplacées et donc il faut pouvoir en organisant, en donnant les moyens aux chefs d'établissement, remplacer les absences courtes. Et bien pour tout ça, il y aura un pacte. Et ce pacte, il vous permettra de gagner encore plus que cette augmentation de base. Et donc on aura des enseignants, quand ils signent le pacte, qui peuvent avoir jusqu'à 500 € de plus par mois de rémunération. Et voilà pour les annonces d'Emmanuel Macron concernant les enseignants. On va les retrouver Arnaud Roussel, professeur d'histoire-géographie, co-secrétaire académique du SNEF-FSU à l'Académie de Montpellier. Bonsoir Arnaud Roussel. Bonsoir. Vous manifestiez ce matin à Ganges, mais vous n'avez pas pu approcher du collège où se trouvait Emmanuel Macron. Comment vous avez pris ces annonces? Vous êtes plutôt satisfait aujourd'hui, même si c'est pas une surprise, c'était une promesse de campagne. Alors on a été largement tenu à distance de la venue du président de la République. Alors satisfait, pas vraiment, non, puisque le président avait annoncé 10% pour tous en condition à partir de janvier 2023. Nous sommes au mois d'avril et si on détaille les mesures, on est loin des 10% pour tous. La revalorisation annoncée,
Alors, il faut voir les détails entre 100 et 230 euros, ce sont a priori que des primes qui ne compteront pas pour la retraite que le président persiste à vouloir maintenir à 64 ans malgré l'opposition quand même importante de toutes les organisations syndicales et d'une majorité de citoyens de ce pays. Donc non, on n'est pas vraiment satisfait de ces annonces qui ne sont en fait que du travailler plus pour gagner plus, comme l'avait voulu un prédécesseur du président. Nicolas Sarkozy, vous pouvez le nommer. Oui, il paraît. J'ai une question à vous poser, vous, en tant qu'enseignant. On connaît la situation dans les lycées, on connaît la situation dans les collèges. Est-ce que vous êtes a priori manifestant? Comment voyez-vous la sortie de crise de votre point de vue à vous? Comment est-ce qu'il faudrait que Emmanuel Macron procède? Je ne parle même pas de Papendiaï, tellement il me paraît effacé comme ministre de l'Éducation. Je pense qu'il a complètement raté sa mission au sein de ce gouvernement. Il n'a pas imprimé, il n'imprimera jamais. C'est bien dommage parce que c'est un grand intellectuel. Comment est-ce que vous voyez, vous, la sortie de crise en tant que professeur? La sortie de crise, c'est simplement écouter les corps intermédiaires, écouter ce que disent les citoyens, écouter ce que disent les syndicats qui représentent lors des élections les personnes qui sont dans les salles des profs. Écouter simplement ce qu'ont à dire les gens. Aujourd'hui, il y a eu un semblant de discussion dans un établissement scolaire cadenassé par les forces de l'ordre, un semblant de discussion avec des enseignants sélectionnés, triés sur le volet, et il n'y a pas vraiment eu de contradiction au propos présidentiel. Donc c'est vraiment écouter ce qu'on dit depuis des années. Ça passe par une augmentation générale des salaires pour les enseignants, mais dans toute la fonction publique. Les enseignants ont perdu entre 15 et 25% de pouvoir d'achat ces 20 dernières années. Actuellement, il y a une inflation galopante, alors qui ne touche pas que les profs, loin de là. Mais pour nous, c'est l'État qui nous rémunère, donc c'est une augmentation de salaire pour tous, et bien plus importante que celle qui est annoncée, puis c'est une amélioration aussi des conditions de travail avec des effectifs réduits dans les classes. Et on ne va pas vers ça. Philippe Bilger. Je voudrais continuer dans le registre de Françoise Degois. On a entendu ce que proposait le président et ce qui peut-être est déjà mis en œuvre. Je comprends bien que vous trouviez tout cela incomplet, peut-être même décevant, mais ça existe tout de même. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, il ne peut plus susciter une adhésion de la part de votre institution, même lorsqu'il propose des avancées, certes modestes, mais indéniables? Alors, Arnaud Roussel. On prendra ce qu'on nous donne, c'est sûr. On ne va pas prendre les petites augmentations qu'il y a, mais elles sont largement insuffisantes. Il y en a qui n'ont rien. Il y en a qui n'ont rien, tout à fait. Ce qu'il faut voir, vous dites, ça se fait déjà. Effectivement, les remplacements dans certains établissements, ça se fait déjà. Mais c'est que lui travailler plus pour gagner plus. Et le principal problème des remplacements, effectivement, quand un prof est absent, il y a 100 parents par jour, à peu près, voire plus, qui voient que le prof n'est pas là. Quand quelqu'un est assis dans un bureau qui n'est pas là, ça se voit beaucoup moins. Un prof qui est absent, ça se voit. Mais le vrai problème, c'est le remplacement des collègues absents. Sur longue durée, moi, dans mon établissement, j'ai une collègue d'anglais qui est absente depuis 6 semaines. Le rectorat n'a pas trouvé de remplaçant. J'ai une collègue de français qui a été absente un mois. Elle est revenue là cette semaine. Le rectorat n'a pas trouvé de remplacement. Et c'est pas sur place les collègues qui ont déjà 1, 2, 3 heures sup qui vont en plus pallier ces absences. C'est là qu'est le problème. Il faut recruter et rémunérer correctement les collègues. Les collègues et puis les CPE, les assistants d'éducation et les AESH qui ont un rôle extrêmement important également et qui sont quand même sous-payés et méprisés par le ministère. Arnaud, pardonnez-moi, la solution à l'allemande, si j'ose dire, faire des remplacements multimatières. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, on vous demande de faire un remplacement par exemple en français. Est-ce que c'est quelque chose, qui vous semble incongru? Totalement, parce qu'on est spécialisé dans une discipline. On a fait des études à la fac spécialisées pour l'histoire, la géographie. Et puis en plus, les Allemands sont beaucoup mieux payés. Hein. Oui, absolument. Mais en accepter de le faire absolument, mais en contrepartie, c'est ça. Oui, mais c'est des salaires 20, 30, 40 fois supérieurs. Tout à fait. 40%. Des pays de l'Union européenne où les enseignants sont les moins payés. Avec l'Italie, mon cher, je pense que c'est encore pire chez les Italiens. Ils sont encore plus mal payés que les Français. Oui, on peut toujours trouver pire. Non, mais c'est indigne parce que le niveau est excellent quand même en Italie, donc c'est tout à fait indigne. C'est clair.
Sébastien Ménard voulait réagir. Moi, je pourrais vous faire la liste des 20 pays européens où les enseignants et professeurs des écoles sont moins payés qu'en France. Oui, d'accord, mais enfin, si tu prends l'Europe, c'est quand même pas le tiers-monde. On parle des grandes puissances. Des grandes puissances européennes. La France est la 6e puissance économique mondiale. Non, mais si on parle des grandes puissances, la France et l'Italie sont les parents pauvres en termes d'éducation. Tu peux pas le contester. Je ne conteste rien. Je dis simplement qu'on a un président qui tente, en tout cas, de revaloriser tel qu'il l'avait promis, tel qu'il s'y était engagé, un certain nombre de compatriotes en première ligne, voilà, celles et ceux qui s'occupent de nos gamins. J'en ai, et je sais que c'est quelque chose de particulièrement important. On pourrait au moins quelque part dire merci, dire c'était attendu. On peut dire ça suffit pas, évidemment, mais on peut, comme le dit Philippe, reconnaître cela. Voilà. Et là pour le coup, moi dans l'interview exclusive obtenue par Jean-Jacques Bourdin, il y a rien à jeter. Enfin, tant mieux. Voilà. Si Macron, sur Sud Radio à 17h, c'est tous les jours des annonces comme celle-ci, je peux vous assurer qu'il va remonter très vite dans les sondages. Mais moi, justement, je pense que tu te trompes. Je pense que tu te trompes. Si tu penses, par exemple, que l'affaire du permis de conduire va le faire remonter dans les sondages, je pense que tu te trompes. Alors, c'est pour la suppression, l'arrêt qu'il n'y ait plus de points retirés pour des excès à moins de 5 km/h. Je pense que tu te trompes. Je pense que faire des annonces en disant « Regardez ce que j'annonce » alors que c'est déjà annoncé depuis longtemps, que c'est déjà intégré, je pense que tu te trompes. Je pense qu'il se trompe sur la nature des gens qui sont dans la rue. C'est pas les gauchistes qui sont dans la rue. L'électorat d'Emmanuel Macron, je crois que à une majorité écrasante, les profs ont voté premier et second tour pour Emmanuel Macron. Et pourtant, ils sont... Premier tour, pas en 2022. Hein. Non, mais en 2017, oui. En 2017, vraiment, c'était une majorité premier et deuxième tour. Donc, il y a une mauvaise analyse et il y a une façon de réagir qui est à côté. Moi, je le pense vraiment profondément. Arnaud, le mot de la fin en 1 minute. Ce qu'oublie totalement Emmanuel Macron, fait semblant d'oublier, c'est qu'une bonne partie des gens qui contestent sa réforme des retraites et qui contestent sa politique éducative sont des gens qui savent ce que c'est l'extrême droite et qui ont voté pour lui au second tour. Bien sûr. Macron avait annoncé cette victoire m'oblige. Elle l'oblige visiblement à rien du tout. Voilà. Il serait bien inspiré d'écouter les citoyens qui ont voté pour lui au second tour. Voilà. Et on est quelques millions. Ça risque de mal finir si cette absence totale d'écoute, ça risque de ne pas très bien finir. On poursuit dans quelques instants ce décryptage de cette interview de Jean-Jacques Bourdin exclusive pour Sud Radio avec cette annonce, on le rappelle, une augmentation entre 100 et 230 euros net en plus par mois pour tous les enseignants, une hausse qui pourrait aller jusqu'à 500 euros par mois. C'était une promesse de campagne confirmée aujourd'hui dans l'Hérault par Emmanuel Macron. Restez avec nous. Et on vous remercie Arnaud Roussel, professeur d'histoire géo et co-secrétaire académique du SNES FSU de l'Académie de Montpellier. Et on part tout de suite à Marseille et à Rochefort avec 2 auditeurs comme eux. Bonne soirée. Merci à vous. Vous connaissez le numéro, ça sonne encore beaucoup. Le 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre, 17h48, émission consacrée à la visite d'Emmanuel Macron à Ganges dans l'Hérault parce que Jean-Jacques Bourdin a eu le privilège, je ne sais pas si c'est un privilège d'ailleurs, voilà une interview de 10 minutes exclusive. Et que vous pouvez trouver sur la chaîne. On a beau critiquer la politique d'Emmanuel Macron, c'est toujours rare d'avoir... Oui, c'est toujours rare d'avoir une interview du président. Et je rappelle que vous pouvez retrouver dès à présent cette interview sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On va aller voir ce qu'en pensent les auditeurs parce que ça ne cesse d'appeler depuis tout à l'heure. Ludovic Rochefort en Charente-Maritime. Bonjour Ludovic, ça va? Bonjour Ludovic. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie, bonjour Philippe et bonjour les vrais pros. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis informaticien dans une collectivité territoriale. Très bien. Alors, qu'avez-vous pensé de l'interview d'Emmanuel Macron sur Sud Radio en exclusivité et de sa visite à Ganges? Alors déjà, tout d'abord, félicitations à Sud Radio pour cette interview, une belle promotion, une belle image pour vous, quoi qu'on pense du président de la République. Tout d'abord, je voulais rappeler que le président de la République était garant de l'unité nationale. Or, depuis 2017, moi, je combats ces idées, je le considère comme très dangereux et méprisant, et il n'a cessé de fracturer la société, notre cadre commun, notre socle commun. Donc, je n'ai plus envie de croire un président qui nous dit qu'il va essayer de reconstruire tout ce qu'il a détruit, porté par le fédéralisme européen, qui est nocif
pour nous, nocif pardon pour nous. Donc voilà, moi maintenant la question que je me pose, peut-être que vos éditorialistes vont réagir là-dessus. On connaît le côté narcissique d'Emmanuel Macron, il aime bien avoir l'image sur lui. Il n'arrête pas de faire de la communication, de commenter, etc. et voir en attendant des réactions. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement aussi à côté d'un point de vue politique à l'Assemblée nationale, etc. On n'entend plus rien parce que tout est porté sur le président de la République. Alors on va faire réagir nos vraies voix. Philippe Bilger, qu'est-ce qu'il faut lui répondre à Ludovic de Rochefort? Je voudrais lui demander à Ludovic, au fond, vous venez de dire que le président fracturait la société française, qu'il l'avait fait depuis le début. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi qu'il y a eu à son égard, presque d'emblée, une sorte de volonté d'opposition qui n'a rien à voir avec les oppositions des présidences précédentes? De toute façon, ça rejoint un peu votre deuxième question où j'ai mis un commentaire sur Twitter. Les précédents présidents, alors je vais pas parler forcément de Hollande et Sarkozy, mais un peu avant, avaient une certaine légitimité et n'ont pas forcément trahi ni le peuple ni la nation. Lui, il a été dans cette politique de continuité, mais en étant beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide, de volonté de casse, de réforme, et en plus, il a été le président le moins élu au premier tour de la Ve République. Je pense, oui. Je pense qu'on est vraiment sur deux grandes frustrations au sens noble du terme, deux grands moments, 2017 et 2022 surtout, mais les deux où à chaque fois les Français entre deux catastrophes choisissent la moins pire, si je peux m'exprimer ainsi. Moi j'ai fait partie de ces Français qui au second tour ne peuvent pas accepter l'idée que l'extrême droite arrive au pouvoir. J'entends les débileries qui consistent à dire gna gna gna, c'est bien fait pour vous. Oui, en même temps quand vous avez deux maladies gravissimes, vous traitez d'abord la première et vous dites écoutez, on verra après pour la seconde. Donc moi je me sens pas du tout coupable d'avoir fait partie des gens qui ont barré la route à l'extrême droite, et je me sens tout à fait le droit de critiquer ce président. Ce président, il a une part, d'abord dans sa politique, il a une part de responsabilité dans son comportement politique. Je n'ai pas dit sa personnalité. Son comportement politique est outrancier et comment dirais-je, arrogant. Les gens le ressentent profondément. Le seul moment où il y a eu un peu d'état de grâce pour Emmanuel Macron, c'est le seul moment où il a été presque humain, c'est pendant la crise du Covid. Moi, je n'ai quasiment pas émis de critiques, sauf pour le pass sanitaire, bien sûr. Sébastien Ménard. Ludovic, vous parlez de légitimité. Donc, si on parle de légitimité, on va donc parler d'illégitimité. Pour moi, il n'y a pas de problème de légitimité ou d'illégitimité, je dirais, de la classe politique et au premier duquel Emmanuel Macron. On a un problème, en fait, de sacralité du pouvoir. Et moi, je le vois en tant qu'élu local. J'ai été élu, ça fait 20 ans que je suis élu, dans différentes communes. La réalité qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens ne respectent plus la représentation publique. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne respectent plus leur maire, qu'ils ne respectent plus leur instituteur, qu'ils ne respectent plus personne et qu'ils respectent le président de la République. Donc aujourd'hui, c'est pas qu'on déteste plus Macron, qu'on respecte moins Macron. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on a désacralisé le pouvoir, on a désacralisé l'exercice du pouvoir. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis. Cette capacité macronienne et du gouvernement actuel d'essayer de délayer tout ce qui est la responsabilité d'un homme dans son comportement dans un mouvement social, d'essayer de le délier, de le diluer dans la crise de la représentativité. C'est le cas. On n'a jamais eu autant d'élus locaux qui se font agresser. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, on te parle là d'Emmanuel Macron, du mouvement social. Il y aurait eu un vote à l'Assemblée, même pour la loi, nous n'en serions pas là. Françoise, on va aller voir un autre auditeur. Ludovic de Rochefort. Oui, merci à Ludovic. On va aller retrouver Jean-Pierre Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Jean-Pierre, ça va? Bonsoir. Oui, bonjour. Alors vous êtes un petit peu remonté aussi. Vous avez écouté l'interview d'Emmanuel Macron? On imagine qu'il vous a pas forcément convaincu. Je n'arrive pas à l'écouter plus de 30 secondes. Voilà. Moi, je vais vous dire de quand date mon divorce avec Emmanuel Macron. Il date de la campagne de 2017, quand il est allé affirmer à la télé algérienne, en Algérie, que la France avait commis un crime contre l'humanité en Algérie. Suivi 2 jours après d'un meeting à Marseille où il dit « J'ai jamais dit ça, j'aime les pieds noirs, j'aime les Comoriens, j'aime les Tunisiens, les Algériens ». Je me suis dit que cet homme n'avait aucun principe, aucune conviction.
qui était capable de dire tout et son contraire pour un plat de lentilles, c'est-à-dire quelques voix. Et je me suis dit immédiatement, très peu de temps après, par-dessus le marché, cet homme n'a aucun sens de l'opposition, aucun goût pour la contradiction, aucune idée même de l'existence d'une idée différente des siennes. Et tout ce qui a été fait par la suite m'a démontré que mon analyse de l'individu était pas si mauvaise que ça. Donc moi, Emmanuel Macron, je considère qu'il fait son job à sa manière. Il est élu très mal, très mal pour la deuxième fois. Mais quand même légitime, selon vous, tout de même? Il est élu. Donc ceux qui ne sont pas contents de lui aujourd'hui n'ont qu'à se rappeler pour qui ils ont voté il y a quelques mois ou il y a quelques années. Il faut réunir les deux lobes de son cerveau dans ces cas-là. Et je m'adresse directement à certaines personnes sur votre plateau. Oui, donc moi, je dis... Je vais finir, madame, je suis désolé. Je vais finir ma phrase. Je vais finir ma phrase parce que vous parlez tout le temps, vous coupez tout le temps. Moi, je vais finir et puis après, je vais raccrocher. Donc ça va aller très bien. Donc moi je suis désolé madame, je suis désolé, moi je considère qu'on n'a pas la possibilité de se plaindre. La seule chose dont est parlé cet homme pendant sa campagne, ça a été la retraite à 64 ans. Donc c'est son seul sujet, c'est la seule chose dont il est parlé. Il a même parlé de 65 ans. Il a même pas fait un meeting là-dessus. Donc à partir de là, il a dit, la mesure que je prendrai, c'est celle-là. Et après, il a fait campagne entre les deux tours en disant, surtout pas l'extrême droite, surtout pas ci, surtout pas la peste et le choléra. Donc très bien, les gens ont voté pour lui, il est élu, ils l'ont. Voilà, et il est comme il est depuis le début. Il se fiche mais éperdument de ce qu'on peut lui dire, des idées différentes de l'opposition. Il s'en fiche totalement. Il s'en fiche totalement. Il n'en a rien à faire. Pour rester poli, il n'en a rien à faire. Il fait tout seul. Il avait des députés godillots qui votaient comme un seul homme. Aujourd'hui, il n'a plus de majorité absolue, donc il est très embêté parce que c'est quelque chose qui ne lui convient absolument pas. Et il n'y a pas aujourd'hui de traduction politique du sentiment général du pays. Merci. C'est un vrai blocage. Merci Jean-Pierre de Marseille. On fera réagir les Prévost après le journal. Ouais.